Oui, merci beaucoup. Donc c'est sûr que la table ronde d'avant fait pas mal de débat et c'est très bien. Mais peut-être que maintenant on peut passer à celle d'après. Je vais vous demander soit de vous installer et en tout cas peut-être de créer les conditions de calme et d'écoute pour pouvoir commencer cette présentation du réseau Elle Dirige. Et je passe la parole à Laurence Rougier, qui est la déléguée générale de Futurs Composés et qui va nous modérer cette séquence. Merci. Merci Louis, bonjour à toutes et tous. Donc merci d'être avec nous. Donc aujourd'hui, sur cette table ronde, on va vous présenter une initiative qui est en cours, une initiative qui s'appelle Elle Dirige, qui lancera la création prochaine d'un réseau de leadership féminin afin de rendre plus visibles donc, toutes ces femmes dans les musiques de patrimoine, matrimoine et de création. Donc autour de la table avec moi aujourd'hui, donc nous avons Lila Ajosi qui est directrice artistique de l'ensemble Irini, Camille Delaforge, directrice artistique de l'ensemble Il Caravaggio, qui sont toutes les deux à l'initiative de ce projet, Agathe Créache, donc, qui est secrétaire générale du REMA, Louis Pressé qui est par là, qui est délégué général de la FEVIS, donc moi-même Laurence Rougier, déléguée générale de Futurs Composés. Et nous avons la chance d'avoir avec nous Agnès Salle, haute fonctionnaire à l'égalité, à la diversité et à la prévention des discriminations au ministère de la Culture, et Corinne Satki, chef de la mission égalité du CNM. Donc merci à toutes et tous d'être avec nous sur cette table ronde. Ce que je vous propose, c'est que Camille et Lila nous expliquent rapidement la genèse de ce projet, pourquoi elles ont pensé à ce projet, dans quel contexte, et peut-être nous présenter rapidement les grandes lignes. Merci Laurence. Bonjour à toutes et à tous. Donc ce projet Elle Dirige est un projet qui est né précisément au New Deal 2022. À la suite d'une table ronde autour des dispositifs du ministère de la Culture et du CNM qui ont été mis en place pour soutenir l'emploi des femmes et surtout des projets dirigés par des femmes sur les scènes du secteur des musiques de patrimoine, matrimoine et de création, c'est-à-dire le secteur dit classique. Camille et moi, toutes les deux concernées au premier chef ou à la première chef, par la question, nous nous sommes retrouvés sur la réflexion suivante. Ces dispositifs incitatoires, bienvenus et nécessaires, ne pourront pas compenser un manque de visibilité préalable de ce leadership féminin. Là, on se situe donc, dans ce dont je parle, en amont de l'action de programmation. En soi, pour qu'un dispositif d'incitation à la programmation puisse fonctionner, il faut qu'il y ait quelque chose à programmer et que ce quelque chose soit facilement trouvable, accessible. Or, on le sait, aujourd'hui, des projets portés par des femmes existent sur tout le spectre des effectifs, du petit ensemble de chambres aux grands orchestres. Cependant, on constate que le besoin existe non seulement d'une visibilité organisée dans des formats adaptés aux enjeux et aux réalités spécifiques de la programmation dans notre secteur, mais également d'une montée en puissance sur la question de ce que j'appellerais l'autoreprésentation proactive. C'est des gros mots, mais on expliquera plus tard. En effet, la visibilité se construit avant tout en aval. C'est-à-dire en étant vu sur les scènes. On le sait, le circuit des festivals, le circuit des grandes scènes, ça permet par ricochet finalement de construire une visibilité, de construire une crédibilité. Donc là, on est sur la visibilité en aval. Mais, et on le sait en tant qu'artiste, l'amont, c'est-à-dire le volet de la visibilité ante-programmation, prend une place de plus en plus grande dans nos stratégies de diffusion et notamment dans un contexte de crise. La prise de risque, l'entrée dans ce fameux circuit devient de plus en plus difficile pour tous. Et donc, si c'est plus difficile pour tous, de facto, c'est encore plus difficile pour celles qui partent sans mettre en arrière, et donc pas sur un pied d'égalité. Ce qui nous intéresse, c'est le chemin pour arriver à cette première scène, ou on va dire à cette première scène clé qui va changer la trajectoire d'un parcours artistique. Et je m'excuse pour cette lapalissade, mais le fait est que pour être vu, il faut être visible. Et tout ça, en fait, ça a été le point de départ de Elle Dirige. Et poursuivant cette réflexion, il nous est rapidement apparu que nos ambitions allaient plus loin et plus profondément qu'un simple travail de mise en avant. Avec Elle Dirige, c'est un paradigme alternatif que nous souhaitons créer. Un aparté
où les règles de la concurrence, de l'hypercompétition, de l'isolement n'ont plus cours et où le mythe un peu pseudo-héroïque du self-made man s'efface devant celui que l'on espère construire de la collectively made woman. En résumé, et avant de laisser à ma consoeur Camille Delaforge la présentation synthétique des 3 axes du projet qui seront détaillés un petit peu plus tard, nous voulons qu'elle dirige soit un incubateur de sororité. À la fois un lieu de visibilité, de co-construction, de solidarité, de partage des connaissances, de soutien mutuel, de réflexion et de création. Un refuge pour les porteurs de projets, certes, mais également et très clairement un quartier général. Merci Lila. Alors, je continue cette courte présentation. Je vais lire un texte. C'est la 27e version de ce texte. J'ai essayé à l'oral, et à chaque fois j'avais un buzz de bienséance sur l'Assemblée. Donc j'ai décidé d'écrire quelque chose comme ça. On va aborder quelques étapes. Effectivement, 3 axes. Celui de la visibilité que tu as déjà un peu présenté, Lila. Celui de permettre aux porteuses de projets d'identifier et de construire leur projet et de le faire identifier dans un nouvel écosystème. Et bien sûr, une notion importante qui est celle du modèle, de la transmission. Donc la visibilité. Alors je reviens sur le terme du quartier général de Lila, qui se veut clairement un lieu au service des artistes, mais aussi des programmateurs et du public. L'égalité femmes-hommes n'est plus une recherche qu'on cache un peu sous le manteau, mais bien le reflet d'une envie sociétale dans de nombreux milieux au service d'une conjugaison, de la fraternité, de la sororité. On espère à terme que Elle dirige disparaîtra. De tout cœur, on le souhaite, que ça n'ait plus du tout plus aucun sens au final. En ce qui nous concerne, la question urgente est de chercher des outils pour trouver cet équilibre dans les postes à responsabilité dans le milieu de la musique classique, afin de donner une visibilité. En gros, aussi de faciliter la vie aux programmateurs. Donc, identifier son projet, le faire vivre dans un nouvel écosystème. C'est tout nouveau, ça sort sur les réseaux sociaux, les femmes dirigent depuis à peu près 2-3 siècles. Donc voilà, on fait le tour. Donc dans le monde souvent masculin de la direction d'orchestre notamment, de la mise en scène, de la composition, de la création au final, les femmes font face à un défi unique pour développer leur projet au sein d'un écosystème musical qui s'ouvre lentement à la diversité, mais qui s'ouvre. La baguette, symbole de pouvoir, de commandement, a longtemps été associée à une figure masculine. Cependant, les femmes créatrices, émergentes, font preuve d'une passion, d'un talent indéniable, bien qu'elles naviguent dans des eaux où la diversité se découvre à elle-même peu à peu, lentement, mais sûrement grâce au soutien de multiples institutions, festivals, lieux musicaux français. Au sein d'un univers musical souvent régi par des réseaux informels, les discussions de couloir, les créatrices font face à un défi colossal pour développer leur projet dans un écosystème qui peine un peu à fournir le soutien nécessaire, qui s'ouvre cependant à cette nouveauté, mais qui cherche un peu des 2 côtés encore sa ligne de conduite. Là où les connexions et les relations ont longtemps été façonnées par les opportunités, les femmes entrent dans la danse avec leurs projets et chacun doit trouver ses repères. Les structures existantes ont souvent été élaborées selon des schémas masculins, laissant les femmes en quête de mentorat, de conseils et de plateformes pour développer leurs compétences. Dans ce milieu où les opportunités se forgent, donc comme on l'a dit, dans les coulisses, les porteuses de projets découvrent ces nouveaux accès qui peuvent, comme on peut le voir sur des premières scènes, façonner leur réussite ou parfois l'échec d'un projet. Donc ces portes, habituées à certains mécanismes, s'ouvrent certes, mais il faut maintenant faire des efforts supplémentaires pour que ces femmes soient prises au sérieux et qu'elles puissent faire valoir leur vision musicale. Les artistes féminines se trouvent ainsi dans une bataille constante pour établir des liens significatifs qui peuvent catalyser leur carrière. Le besoin pressant de créer des réseaux de soutien spécifiques à leur égard devient important, non seulement pour égaliser les chances, mais aussi pour enrichir l'ensemble du paysage musical en intégrant des voix et des perspectives un peu négligées. En clair, les idées des porteuses de projets, ça ne manque pas, mais il faut les aider pour les identifier. Donc un point important, le modèle et la transmission.
il est nécessaire d'explorer le déficit des modèles et aider à la légitimisation des femmes en tant que porteuses de projets. En tant que jeune chef d'ensemble indépendant, nous avons pu constater que nous avions encore peu de modèles féminins. Dans nos études plus jeunes, il y a 10 ans, personnellement, j'avais peu de modèles féminins. J'avais voire pas du tout l'idée de créer quelque chose, de fonder un ensemble. Il y a une semaine, j'ai joué dans une magnifique salle en Europe, peut-être une des plus belles, et qui est cernée de noms d'hommes qui entourent toute l'assemblée. Je l'ai remarqué là, je ne l'avais jamais remarqué, c'était peut-être la 2e, 3e fois que j'y allais. Donc il y a un vrai besoin, pour créer une offre aussi, de créer des modèles qui sont parlants. Effectivement, cet endroit de la profession, beaucoup le savent, requiert un savoir-faire multiple, alliant musique, communication, administration, travail sur l'image, j'en passe. Toutes ces compétences se développent dans un réseau qui accueille les femmes tout en leur laissant une place marginale qui n'est pas propice à la légitimisation. Ce projet est donc l'occasion de mettre en place des liens intergénérationnels. On remercie celles qui se sont déjà lancées dans le processus et qui pourront permettre aux jeunes artistes de s'identifier à des pratiques de construction d'un ensemble, parce que c'est là que se situe l'enjeu des ensembles indépendants dans la musique classique, ces espèces de sociétés sous couvert d'associations qu'on manage avec nos petites mimines, qu'on soit un homme ou une femme. Mais voilà, il y a quand même effectivement énormément de choses à aborder pour lesquelles on doit se former et pour lesquelles on doit avoir une confiance en soi absolument débordante et un ego démesuré. Alors, ce projet est donc l'occasion de mettre en place des liens intergénérationnels qui pourront permettre aux jeunes artistes de s'identifier à des pratiques de construction d'un ensemble. La recette, je le précise, n'est pas féminine et elle s'applique à tous les genres. Mais la recette que nous explorons par cette initiative est une recherche d'équilibre face à une inégalité, face aux places à créer, avec élégance et ouverture, afin d'offrir une visibilité et une légitimité plus grande aux femmes auprès du public et des programmateurs. Merci. Merci Camille et Lila pour cette explication. Donc ce projet, il est porté par 3 réseaux, la FEVIS, Futur Composé et le REMA. Donc Camille et Lila sont venus nous voir, nous interpeller. On s'est dit que à plusieurs, on est plus fort et que c'était aussi intéressant de se rencontrer, de discuter entre les musiques de création, les musiques de patrimoine, de matrimoine, voilà, que ce soit plus varié. Et justement, donc je vais me tourner vers mes collègues de réseau, mais même si on a perdu Louis, qui doit être par là, pour savoir un petit peu pourquoi on se lance dans cette aventure, qu'est-ce qui nous a attirés dans le projet très rapidement. Si tu veux commencer. Le temps que Louise rapproche. Bonjour, donc, je représente le réseau européen de musique ancienne, donc je pense que la plupart de vous le connaissent. Donc on est donc un réseau européen, on a des membres dans à peu près tous les pays d'Europe, avec des profils assez différents, programmateurs, festivals, ensembles, conservatoires, enfin c'est vraiment très varié. Et l'idée du REMA, c'est qu'on met les gens autour de la table et qu'on leur fait réfléchir à ce qu'ils veulent pour leur secteur dans 10-20 ans. Et donc évidemment la question de la transition écologique ou sociale, elle est présente. Les questions de diversité, de représentation des minorités sont présentes aussi. Et comme c'est des mots qui font très très peur, on essaie de les présenter de manière positive pour les personnes qui souhaitent participer, et notamment en les présentant de manière qui ne fait pas peur, c'est-à-dire de manière artistique. Donc on va parler par exemple de représentation des répertoires un peu rares, des compositrices par exemple, du répertoire aussi extra-européen par exemple. Et c'est là en fait que nous on utilise ce sujet-là qui est éminemment musical et qui fait partie du cœur de métier de nos membres pour aborder des sujets qui sont plus larges et qui touchent vraiment à la société, et notamment par exemple la place des femmes dans le secteur. Et j'attends juste que Cécile ait terminé, pardon. Et pour revenir un peu sur le côté européen, donc nous, on peut vraiment, ce qu'on voit dans Elle dirige, c'est vraiment ce côté-là de pilote pour un projet qui peut tout à fait concerner tous les pays européens. La situation vis-à-vis de la visibilité des femmes, elle est assez variée en Europe. Il y a vraiment différentes vitesses, différents niveaux de prise de conscience. Des pays qui sont plus ou moins
dans l'action plus ou moins militant. Donc on a vraiment besoin de quelque chose pour lier tout ça, et Elle dirige peut tout à fait prendre cette place-là. On sera aussi ravis d'apporter des spécialistes de tous les pays, de repérer également des profils qui peuvent s'impliquer dans le réseau en tant que mentorés ou en tant qu'intervenantes. Et voilà, donc on s'implique à ce niveau-là. Merci. Je vais dire un petit mot pour la FEVIS également, parce qu'on est extrêmement impliqué et mobilisé sur cette question de l'égalité et puis de l'accessibilité aux mêmes possibilités de carrière pour les femmes que pour les hommes. Et on sait que c'est pas le cas et que c'est plus difficile et qu'il y a un ensemble d'obstacles à surmonter. Et une des raisons, alors je ne reprends pas les raisons ou les motivations de chacune de mes collègues que nous prenons pour nous également, mais un endroit très concret sur lequel on a envie de nous engager, c'est notamment, et qui est directement lié avec l'objectif d'Elle dirige, c'est-à-dire vraiment cette question des femmes en position de responsabilité, c'est de faire en sorte qu'elles se sentent de plus en plus accompagnées, de plus en plus naturellement à leur place de dirigeantes et de responsables, et que notamment elles prennent de plus en plus des places de directrices artistiques d'ensemble, de salles, de festivals, etc., etc. Nous, FEVIS, nous sommes une fédération qui travaille sur la question des modèles économiques de ce type d'acteurs que beaucoup d'entre vous ce sont les ensembles. Et une des vocations que nous avons, c'est d'aider à la professionnalisation, au travail, au développement de ces projets. Et donc, on accompagne l'intégration professionnelle des acteurs de notre champ. Il faut qu'on fasse un effort encore plus important pour qu'il y ait de plus en plus de femmes qui décident de présenter, de monter, de développer leurs projets et qu'elles se sentent accompagnées pour le faire. Donc c'est vraiment l'objectif de ce projet, c'est faire en sorte de tirer ces multiples initiatives, mais qui de temps en temps restent un petit peu trop silencieuses, et faire en sorte qu'elles se sentent autorisées de travailler dans notre secteur. Donc merci beaucoup. Juste pour compléter un petit peu, donc du côté de Futurs Composés, pour rappeler rapidement, on a des individuels et des équipes artistiques et des structures de production-diffusion. Donc on touche un peu tout l'écosystème de la création musicale. Nous avons quelques femmes à la direction, alors surtout de compagnies, à peu près un tiers de femmes à ces directions, qui sont souvent des compositrices, des interprètes, des performeuses, quelques chefs qui sont là. Malheureusement, elles ne sont pas encore assez visibles. On a ce constat-là. Nous, on travaille déjà depuis quelques années sur l'égalité homme-femme, sur le fait que nous sommes dans une société et dans un secteur musical à domination patriarcale. Nous le disons haut et fort. Nous avons des rencontres une fois par an sur ces questions d'égalité homme-femme. Et particulièrement cette année, nous avons fait un focus sur les violences et harcèlements sexistes et sexuels, qui sont également un frein à l'égalité homme-femme et qui peuvent handicaper certaines prises de position, certaines légitimités. Donc on a envie, par cette initiative, encore de continuer à faire en sorte que les femmes ne soient plus aussi invisibles, leur permettre d'être encouragées, qu'elles ne soient pas systématiquement découragées par toutes les formes qui existent et la présence des hommes qui est aussi donc là au niveau de la direction des structures, très très souvent encore. Et justement aider aussi dans la légitimité, c'est-à-dire que oui, les femmes sont légitimes, mais elles ont besoin qu'on leur rappelle, elles ont besoin d'un soutien. Donc l'année dernière, on a fait déjà un programme de mentorat pour les femmes à la direction d'équipe artistique, un programme qui a très très bien marché, avec la création de binômes, la création d'ateliers, qui a permis un lieu de solidarité, comme vous le disiez les filles, un lieu de sororité, un safe lieu, qui a permis énormément d'échanges et qui a poussé aussi ces femmes à se dire oui, je suis à la bonne place, oui, j'y vais, et en fait je suis accompagnée. Donc c'est ça qui est aussi chouette d'être avec les copains et copines dans cette aventure, c'est qu'on va pouvoir partager énormément, se soutenir et puis faire en sorte d'encourager ces femmes, et pourquoi pas à certaines de leur dire allez-y, il y a celles qui existent, qui vont déjà, c'est déjà difficile, mais celles aussi qui attendent. Et je pense que notre rôle aussi en tant que réseau, c'est de leur dire vous avez votre place aussi, on va vous aider à ce que vous soyez un petit peu plus visible dans le paysage culturel.
Du coup, je me permets de me tourner vers vous, Corinne et Agnès, pour vous demander finalement pourquoi ce projet a attiré votre attention, pourquoi vous êtes sensible à ce genre de démarche. Alors, merci déjà de nous avoir invités, de m'avoir invité. Donc, je suis Corinne Setki, je travaille au Centre national de la musique sur à la fois, parce que je ne fais pas que les enjeux d'égalité, je suis aussi sur les enjeux européens. Donc, tout à fait open pour ensuite discuter à l'ampleur européenne d'un projet comme celui-ci. Mais au sein du CNM, en fait, depuis 3 ans, il y a une mission dans la création dans la loi de création du CNM qui dit favoriser un égal accès des femmes et des hommes aux métiers de la filière. Et moi, j'ai voulu prendre cette mission et essayer d'en faire quelque chose et de mettre les outils de politique publique du CNM au service de cette mission. Donc, c'est ce qu'on a fait. Alors, en effet, on a beaucoup parlé du CNM. J'ai beaucoup entendu CNM dans le panel d'avant. En effet, on sait très bien aujourd'hui qu'une grande partie du financement du CNM vient de la taxe sur les tickets de concert et qu'on est essentiellement sur musique actuelle. Toutefois, les musiques classiques sont accompagnés sur les grands enjeux transverses, en fait. Et les enjeux d'égalité et de transition écologique et d'autres, les projets classiques, on les voit arriver, en fait. Nous, on a une commission d'aide et depuis 3 ans, on a accompagné plus de 300 projets avec plus de 3 millions d'euros, qui sont des projets d'intérêt général, en effet, qui sont des projets qui sont là pour faire changer en profondeur la filière. C'est des projets qu'on va appeler structurants. Donc en fait, on en a parlé, tous les mots sont revenus. On parle évidemment de la prévention des violences, on parle de sensibiliser les équipes, et là on a beaucoup parlé de programmateurs, mais ce serait bien aussi qu'on ait des programmatrices par exemple. C'est le besoin de rôle modèle, avec la visibilisation des artistes, des compositrices. Il y a aussi tout un travail dans le classique de recherche sur les œuvres de compositrices qui est en tout cas accompagné au CNM. Il y a des projets qu'on a vu arriver. Il y a la base de données demandée à Clara. Il y a aussi un travail incroyable qui est fait par Héloïse Luzzati avec Elle Women Composers, par exemple, qui va chercher vraiment des œuvres de compositrices et qui les remet en lumière. Il y a évidemment des projets emblématiques comme la Maestra pour les chefs d'orchestre, les académies qui vont avec. Il y a aussi la construction du réseau qui est vraiment primordiale et qui est évidemment différent à chaque secteur de la filière. Les artistes de jazz vont pas avoir la même problématique de réseau que celle du classique et que celle des musiques actuelles ou du rap, par exemple. Donc en fait, l'idée, nous, dans notre programme d'accompagnement, c'est de soutenir les projets, et les projets les plus intelligents, ils viennent de la filière. Donc quand elles sont venues nous voir, en général, on va frapper à 2 portes, celle d'Agnès qui va parler après moi et la nôtre, et on se voit ensemble. Et en fait, on s'est dit, bah oui, si en fait vous êtes des artistes de cette filière, vous êtes des directrices d'ensemble, vos problématiques, celles qui les connaissent le mieux, c'est vous. Donc montez votre projet, avancez, faites-le mûrir, travaillez avec la FEVIS et les réseaux et les forces vives de ce secteur, et ensuite venez. Alors nous, on n'a pas encore accompagné financièrement ce projet parce que ça passera par une commission et que c'est des professionnels qui choisissent de soutenir les projets en fonction évidemment du sérieux, du budget, etc. Mais on vous attend. Alors on va remonter encore d'un cran puisqu'on est parti du projet, formidable. On a indiqué avec talent le rôle indispensable du CNM et puis peut-être s'interroger sur la manière dont tout cela s'articule avec une politique publique. Parce que finalement, la politique d'égalité, la politique de diversité, de prévention des discriminations, c'est l'un des grands enjeux de la République. Et qui mieux que le ministère de la Culture peut incarner, porter cette politique? C'est ce que nous nous efforçons de faire depuis maintenant 5 ou 6 ans, en ayant en tête la responsabilité majeure du ministère pour poser les termes d'une politique nationale et pour la développer, pour l'incarner au travers de l'ensemble des disciplines artistiques et culturelles, dans la mesure où, évidemment, quand on parle d'égalité entre les femmes et les hommes, quand on parle de prévention des discriminations, que ce soit des discriminations liées à l'origine ethno-raciale, à l'orientation sexuelle, au lieu de résidence, à la vulnérabilité économique, on transcende, on traverse la totalité des disciplines et avec des adaptations finalement assez modestes, assez mesurées, on peut parler de la même chose à des personnes et à des secteurs extrêmement différents, identifier finalement les mêmes problèmes et identifier ce qui est
plus réjouissant, les mêmes leviers d'action. Et c'est ce que nous avons essayé de faire et de porter et d'incarner dans l'ensemble des secteurs. Donc ce projet, finalement, rassemble toute une série d'éléments qui sont très emblématiques d'une action positive en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes, puisque c'est un projet qui parle de visibilité, qui parle d'accompagnement, qui parle de mentorat, qui sont des leviers d'action, en règle générale, extrêmement puissants. Parce que finalement, sur quoi doit-on jouer? On doit jouer sur les nominations de femmes, évidemment talentueuses, c'est pas la peine de le dire, mais je le répète quand même, pour éviter la critique qui tendrait à considérer qu'on ne nomme des femmes que parce qu'elles sont des femmes, ce qui est vraiment l'insulte suprême, qui est un mensonge absolu, éhonté. Donc les nommer, leur donner la possibilité d'exercer leur talent, non seulement les nommer, mais leur donner les moyens financiers de créer, de produire, de diffuser, parce que on remarque encore aujourd'hui que les femmes à la tête de structures culturelles ou capables de, par exemple, de tourner un film sont en règle générale encore aujourd'hui à la tête de budgets assez significativement inférieurs aux moyens financiers dont disposent leurs collègues, leurs homologues masculins. Et ça n'est pas indifférent, parce qu'on ne fait pas la même chose avec un budget réduit de moitié par rapport à ce que peut faire une compagnie, un ensemble, une institution culturelle ou un tournage de film, si le budget est très, très significativement inférieur. Donc les moyens, la nomination, la visibilité, les moyens, et puis évidemment la préoccupation d'une programmation qui, vous en avez très bien parlé, qui permette justement à tous les talents d'apparaître, de s'épanouir et d'être mis à la disposition de tous les publics. Et en même temps que la programmation, s'interroger sur la permanence de stéréotypes, des stéréotypes en l'occurrence sexistes, mais ça peut être des stéréotypes d'une autre nature, évidemment, racistes, antisémites, et homophobes, et j'en passe. Donc, s'interroger sur la manière dont les programmations culturelles, au sens très large du terme, mais ça vaut évidemment aussi pour la musique, peuvent s'élever contre les stéréotypes, les identifier, les déconstruire et proposer évidemment des images infiniment plus ouvertes, plus tolérantes, plus généreuses de la création artistique en général et musicale en particulier. Donc voilà, ce projet, Elle dirige, est finalement très illustratif des différentes actions que nous avons mises en place, et je crois que nous parlerons tout à l'heure d'initiatives pas tout à fait identiques, mais en tout cas similaires, dont on a vu la naissance et dont on a accompagné le développement dans d'autres secteurs culturels, parce que c'est intéressant que vous sachiez, vous le savez, Elle dirige le savent également, que vous n'êtes pas seul, et que finalement cette transversalité dans l'action favorable à une meilleure mixité, à une meilleure parité, à une meilleure égalité, on n'y est pas encore. Hein. Ne croyez pas du tout qu'on est arrivé au bout. Ça fait 5 ans qu'on rame, on a fait des progrès, mais il ne faut surtout pas considérer que le problème est derrière nous. Pas du tout. D'abord parce qu'on n'est pas arrivé à la parité, et d'autre part parce que les retours en arrière sont une espèce de hantise quotidienne que nous portons avec nous, parce que nous savons pertinemment que chaque progrès est réversible. Donc, considérer effectivement qu'un secteur en porte un autre, en conforte un autre, et que cette transversalité dans l'action constitue peut-être une garantie de non-recul et même peut-être de progrès. Merci à vous. Je propose peut-être à Lila de rentrer un petit peu plus dans le détail du programme. Si tu veux bien. On va présenter très rapidement les 3 axes du programme parce qu'on a pris du temps pour présenter ce projet. Je trouve que c'est bien que chacune ait pris du temps parce que effectivement ça vient chercher des notions délicates et qui mettent chacun et chacune en face de problèmes longs et difficiles et qui perdurent depuis plusieurs siècles. Donc c'est pas évident de se confronter à ces réflexions, et c'est bien qu'on prenne du temps de poser des mots réfléchis sur ces questions-là. Donc je vais aller assez vite sur la présentation des 3 axes qu'on a imaginés pour ce programme. Je pense que je vais les dire à l'oral parce que le schéma est un peu petit sur l'écran, surtout pour les gens qui sont derrière. En gros,
Elle dirige, ça va s'articuler sur 3 axes majeurs, qui sont la visibilité, la transmission et la communication. Dans visibilité, ce qu'on inclut, c'est un outil sur le modèle, on s'est inspiré de ce qui existe déjà sur le catalogue de la FEVIS, d'où le nom #Elle dirige. C'est un catalogue, tout simplement, qui répertorie au même endroit, de façon dynamique, claire et efficace, les projets issus du leadership féminin. Quand je parle de leadership féminin, on parle bien de femmes en position de responsabilité qui se retrouvent donc à manager des équipes sur un projet artistique. Ça peut prendre plein de formes différentes, ça peut être des chefs d'orchestre comme Camille, des chefs de chœur comme moi, ça peut être des chorégraphes, ça peut être des compositrices, donc ça peut prendre plein de formes différentes. L'idée, c'est de recueillir à un même endroit tous ces projets-là, encore une fois, de façon dynamique et attractive, pour que tout simplement une programmatrice ou un programmateur, par exemple, qui a envie d'étoffer sa programmation, n'ait juste que 2 clics à faire et à trouver tous les projets au même endroit. On simplifie, comme disait Camille, la vie de tout le monde. Ensuite, sur le volet de la transmission, on a très vite discuté, notamment avec Corinne Sadki, du mentorat dans la musique classique, qui était assez rare jusqu'à maintenant. Laurence Rougier, Futur Composé, ont mené donc ce programme qu'on a découvert en cours de route de mentorat qui a été très efficace, qui a eu de très beaux retours et qui nous a permis aussi de structurer notre proposition, notamment grâce aux chartes et aux documents que Futur Composé a fournis. Donc pour nous, il y a on va dire 2 axes majeurs à ce programme de mentorat qui vont être les binômes qu'on va pouvoir former entre mentoré et EES et mentor EES sur tout simplement créer en fait une relation privilégiée pour servir de repère d'ancrage, de phare un petit peu, parce qu'on se pose souvent des questions qui n'ont pas de réponse ou qui nous demandent de prendre un rendez-vous avec une institution qui est surchargée où il y a 6 mois d'attente et on ne sait pas à qui les poser en fait tout simplement ces questions, et avoir finalement une camarade sur certains sujets, ça peut être vraiment, mais ça nous sauve la vie en fait, ça nous fait gagner un temps fou et ça nous sauve la vie. L'avantage dans ce programme, c'est que on ne veut pas de frontières strictes, c'est-à-dire qu'une personne qui peut être mentor sur certains sujets peut être tout à fait mentorée sur d'autres, et d'avoir comme ça un fonctionnement assez horizontal et un partage de compétences qui n'est pas fondé sur une hiérarchisation qu'on refuse. Donc ça, c'est pour le programme des binômes. Et on a aussi pensé à faire des ateliers réguliers qui permettent de créer un temps ensemble, un temps, comme disait Laurence, de safe lieu, de lieu sécurisé, à travers des ateliers thématiques qui peuvent être tout aussi bien sur la construction de son image. On en parlait avec Camille. Qu'est-ce que c'est finalement de se poser comme femme leader dans le marché aujourd'hui de la musique classique? Ça implique toute une réflexion sur l'image, sur ce qu'on veut transmettre, sur ce qu'on veut dire de nous-mêmes, ou ce qu'on ne veut pas transmettre et ce qu'on ne veut pas être. Et tout ça, ce sont des choses qu'on ne nous apprend pas nulle part, en fait. Donc, c'est des choses qu'on veut pouvoir proposer entre autres nombreux sujets qu'on pourra détailler plus tard. Pour l'angle de la communication, je pense qu'il est important, on pense qu'il est important de pouvoir non seulement partager entre nous des connaissances, organiser notre visibilité, mais également produire, distribuer et redistribuer finalement ce qu'on produit ensemble à destination des publics concernés, c'est-à-dire les salons comme celui-ci ou comme le Early Music Summit bientôt, ou d'autres points comme ça, des rendez-vous de la culture où on pourra produire une forme d'expertise, tout bêtement parce qu'on est les premières concernées, et de par les intervenants et intervenantes qui pourront venir avec nous, de pouvoir produire des contenus finalement à visée pédagogique sur les questions de l'égalité femmes-hommes et des VSS, etc. Donc en gros, ça va être les 3 angles majeurs: visibilité, transmission, communication. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Camille. Super, Lila, bravo. Et justement, je me permets sur ce dernier volet communication aussi, comme à Futur Composé, on travaille aussi avec des hommes, où on a besoin aussi du regard des hommes par rapport à tout ce qu'on fait. Et donc à un moment, voilà, il y aura peut-être au niveau des rencontres et tout ça, la possibilité d'inviter les hommes à nos tables rondes, à notre travail de ressources, voilà, à notre réflexion. Nous ne sommes bien sûr pas... Sectaire. Exactement. Peut-être justement donc Corinne et Agnès, comme tu le disais tout à l'heure, nous parler peut-être d'initiatives qui existent déjà, qui ont existé, et nous dire un petit peu ce que ça a pu apporter dans le secteur culturel.
Voilà, Corinne va parler des initiatives similaires dans le domaine de la musique et moi des autres secteurs. On s'est partagé comme ça le travail. Mais alors, vous voulez des exemples de cette typologie de programme dans les musiques actuelles ou de ce qui est déjà fait dans le classique? Ou les deux? Comme tu veux. Peut-être musique actuelle, ils sont... Voilà, en musique actuelle, en fait, il y a des projets assez phares et qui maintenant ont plusieurs années en fait d'existence, qui sont des programmes de mentorat qui sont vraiment. Il y en a un européen d'ailleurs qui s'appelle Key Change, qui est vraiment le premier qui a existé en fait au niveau européen et qui est à la fois un programme de mentorat entre des artistes et des innovatrices, des key changers, on va dire, et en même temps un pledge, j'ai plus le mot en français, pour l'engagement des festivals, des programmations sur plus de femmes, à la fois sur scène, backstage et dans les équipes. Donc ça, c'est un programme vraiment emblématique, j'ai envie de dire, sur les enjeux de l'égalité dans la musique au niveau européen. Il y a un autre projet aussi, qui est un programme de mentorat qui dure depuis 5 ans, qui est sur les indépendantes essentiellement, qui s'appelle MEOM, qui en fait depuis maintenant 5 ans, je dirais, accompagne entre 15 et 20 indépendantes qui sont qui en fait ont monté chacune des entreprises dans la musique, dans tous les secteurs de la musique, et maintenant on voit en fait un roulement où on voit des mentorés qui sont devenus des mentors elles-mêmes, et on voit aussi la communauté dans ces deux programmes. En fait, ce qui est assez marquant, je trouve, c'est la communauté que ça crée. C'est vraiment ce sentiment de sororité et une communauté complètement mixte en fait, parce que maintenant dans les rendez-vous qui sont créés par MEOM, il y a vraiment, on a créé un vivier des possibles avec des talents qui sont des femmes, mais où chacun vient y trouver en fait de quoi des partenaires pour travailler en fait de manière intelligente. Après, évidemment, je pense que la Maestra aussi est un bel exemple d'un endroit où, je ne sais pas si vous avez déjà entendu Claire Gibault raconter cette histoire, où elle dit qu'en fait, un jour, un chef lui a dit qu'une femme ne pouvait pas utiliser ses bras pour diriger un orchestre, puisqu'évidemment, les bras d'une femme étaient faits pour materner. Donc Claire a montré, à mon avis, à quel point c'était pas vraiment le cas. Si on avait envie de diriger en tant que femme, on pouvait. Et elle a monté la Maestra, qui est ce concours de chef d'orchestre international, qui est d'ailleurs soutenu aussi, qui est fait en collaboration avec la Philharmonie, qui en fait développe l'académie qui va avec ce concours de chef d'orchestre. On a le Festival d'Aix aussi, qui a fait des formations et de la sensibilisation sur les femmes et la place des femmes dans les musiques classiques. On a l'Orchestre de chambre de Paris aussi, qui a une académie pour les jeunes compositrices. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place. Et puis la visibilité des compositrices, je pense aussi sur les programmations et sur les programmatrices. Moi, je pense que c'est aussi clé. Alors là, il n'y a peut-être pas forcément encore. Il y a une toute petite initiative qui a été montée en musiques actuelles par un festival, c'est les Nuits de Fourvière, qui avait incubé 2 programmatrices dans le festival pour montrer que, en tant que programmatrice, avec un accès à vraiment un gros festival et avec les moyens de production d'un festival comme les Nuits de Fourvière, on pouvait en fait monter en compétences et prendre sa place de programmatrice sur un gros festival. Donc ça, c'était une belle initiative aussi. Pour prolonger peut-être les exemples que donne Corinne sur la musique, je pense également en termes d'académie à ce que font deux grandes institutions nationales, l'Opéra national de Paris, l'Opéra comique, avec leurs propres académies qui forment évidemment, qui accompagnent, qui permettent d'entrer dans la carrière, y compris en intégrant de ces 2 académies dans les programmations de ces 2 scènes nationales. Et il est évidemment très important de considérer que chacune de ces 2 grandes maisons a profondément intégré sa responsabilité en termes d'égalité, mais aussi de diversité. Et encore dans la musique, je dirais juste un mot d'une autre initiative qu'aide beaucoup et très bien le CNM, qui est Majeur. Qui est Majeur. Tu veux dire un mot ? Non, mais d'ailleurs, quand vous êtes venu nous voir, on vous a parlé de Majeur tout de suite. En fait, on a eu beaucoup d'initiatives qui sont arrivées, qui étaient des micro-initiatives. La base de données pour les techniciennes, la base de données pour les femmes, les groupes de rock. Et on s'est dit, bon, l'un des éléments qu'on nous dit, c'est on ne sait pas où trouver les femmes quand on veut les intégrer à nos équipes ou quand on veut les programmer, etc. Donc, en fait, d'avoir un lieu où on puisse retrouver
quand on cherche une femme à mettre dans son équipe, à mettre sur scène ou une œuvre de compositrice, qu'elle soit toutes au même endroit, on a trouvé que c'était important. Il y a une initiative qui s'appelle Majeur, hein, qui est née maintenant il y a 2 ans, et qui est une base de données des femmes qui travaillent dans la musique, et où on espère que vous avez connecté Elle dirige et qu'il puisse y avoir une API, un lien ou ce que vous voulez pour que ces liens existent aussi, et que nous on part du principe, on essaye toujours de faire en sorte que l'argent public, puisque c'est de ça dont il est question, soutiennent des initiatives et qu'elles puissent infuser et que l'optimisation en fait de ces financements publics puisse être réelle. Donc c'est ce qu'on essaye de faire à cet endroit-là. Voilà, on est bêtement au service de l'intérêt général. C'est une notion peut-être un peu perdue de vue, mais à laquelle on croit de façon assez forte. Alors, quelques exemples d'initiatives dans des secteurs différents, culturels évidemment, mais différents. Je pense à l'initiative d'une association qui s'appelle Les Filles de la Photo, qui a développé, avec notre aide également, une action de mentorat et d'accompagnement de femmes photographes. On a évidemment dans le domaine du cinéma et de l'audiovisuel des initiatives équivalentes qui sont souvent portées également par des collectifs. Je pense à 50-50 dans le cinéma et l'audiovisuel aussi, mais aussi à l'association pour les femmes dans les médias, PFDM, qui développe toute une série d'initiatives très, très positives, et notamment d'ailleurs un baromètre de l'inclusion dont nous allons bientôt donner les résultats qui sont à peu près désastreux dans l'ensemble des entreprises de l'audiovisuel, pour savoir justement comment se joue la perception des discriminations liées à toute une série de critères, évidemment le sexe, mais également d'autres critères, notamment l'origine ethno-raciale. Et je peux vous dire qu'on a encore un beau chemin à parcourir. Et ces programmes de mentorat, je pense aussi à ce qui a été monté par un autre collectif dans le domaine du cinéma d'animation, une association qui s'appelle Les Femmes s'animent, LFA, qui a monté un programme assez formidable dirigé vers les femmes qui travaillent dans le cinéma d'animation, qui ne sont pas encore très très nombreuses, et qui a même développé, également avec notre aide, un équivalent de ce programme de mentorat tourné vers l'Afrique francophone, pour des femmes qui, en Afrique francophone, dans différents pays, souhaitent s'engager dans des métiers liés au cinéma d'animation, et que ce programme aide avec des résultats qui sont complètement bluffants. Donc ça ne fait qu'encourager à poursuivre et à étendre ce genre d'initiatives. Donc vous dire que vraiment ces dispositifs de mentorat, d'accompagnement, d'identification et de découverte finalement de talents en germe, mais qui ont besoin pour s'épanouir vraiment d'être soutenus, accompagnés et orientés, conseillés parfois, ces initiatives-là sont particulièrement efficaces, et on en voit effectivement les résultats après 2, 3, 4, 5 ans, ne serait-ce que, comme le disait Corinne, par la constitution de réseaux qui perdurent au-delà du temps de l'étape du mentorat ou de l'accompagnement, qui constitue finalement un réseau très, très bienveillant et très aidant, dont on voit les effets tout au long des parcours professionnels des filles, des femmes qui en ont bénéficié. Voilà. Merci Agnès et Corinne. Et merci pour votre soutien. Ça nous conforte dans le fait qu'on est au bon endroit, qu'il y a besoin. Il y a besoin de tout ça dans nos musiques. Simplement, pour terminer, donc on a un petit QR code qui va permettre à celles qui le souhaitent de se préinscrire pour le programme, c'est-à-dire pour noter aussi au niveau du mentorat si vous souhaitez être plus mentor ou mentoré, sur quelle thématique. Voilà, n'hésitez surtout pas. On pourra l'envoyer aussi à tous les participants et participantes de ces journées si vous voulez retrouver le lien prochainement. En tout cas, on est à votre disponibilité en tant que réseau, que ce soit la FEVIS, le REMA ou Futur Composé, pour avoir un peu plus d'informations, pour rentrer dans les détails de ce programme si cela vous intéresse. Et puis, on fera une réunion prochainement. Il faut encore qu'on travaille sur le lancement de ce réseau, mais on fera une réunion prochainement. On vous tiendra au courant pour vous informer un petit peu plus du contenu et du planning. Et puis, voilà, un petit peu tout ça. Peut-être il y a des questions avant que l'on se quitte. Oui. Je vais passer le micro. Vous avez un micro.
Je vous passe le micro, juste un petit mot pour le QR code. En fait, l'idée, c'est quand même de s'inscrire pour être pour être mis en contact, en fait, et que le projet puisse continuer. On le mettra sur le site de New Deal à l'endroit de la conférence. Bonjour, merci beaucoup pour l'initiative. Je m'appelle Fabienne Séveillac, je suis directrice artistique de Hyoid Voices à Bruxelles. Je voulais, en fait, il y a un point que je trouvais formidable dans votre initiative, c'est aussi ces questions de transversalité, de faire attention aux questions de rôle, parce qu'évidemment, on pense tout de suite compositrice, chef d'orchestre ou de chœur, etc. Enfin, les positions de direction comme ça. Mais j'ai remarqué, en étant directrice artistique depuis plusieurs années, que les femmes avaient tendance à ne pas se créditer dans leur rôle de porteuse de projet, en fait. Et que c'était vraiment un point crucial quand on défendait les projets qu'on porte, quand on parle de parité, parce que j'ai envie de continuer à travailler avec des compositeurs hommes, parfois, et que si je ne me crédite pas, en fait, dans mon rôle de curatrice, c'est comme être commissaire d'exposition ou je ne sais quoi, je fais de la coordination artistique. Si ce rôle n'est pas pris en considération, on se retrouve en fait bloqué par plein de bonnes intentions, en fait. Donc, je trouve que pour pouvoir travailler dans la fluidité, etc., c'est important peut-être justement dans des contextes de mentorat de pouvoir parler à des plus jeunes de ce crédit à demander qui n'est pas du côté de l'ego, en fait. D'être crédité dans la co-conception artistique, dans ce genre de choses. Parce que les premières fois où j'ai demandé ça, j'ai senti que c'était vécu comme « Oh là là, mais pour qui elle se prend, celle-là ?» Et que plus on prend de l'assurance, à se dire « Ok, mais en fait, ce travail est capital, en fait. C'est le design du projet, d'avoir rassemblé toutes ces personnes, d'avoir réfléchi au format, d'avoir réfléchi à toutes ces choses-là. » Et donc, bref, je suis ravie que l'initiative existe et qu'elle puisse inclure une hybridité de rôles qui ne sont pas que dans parce qu'il y a des projets qui n'ont juste tout bêtement pas de direction musicale officielle ou ce genre de choses, quoi. Donc, merci et j'ai très hâte de voir comment ça va se développer. Une réaction de votre part ou pas? Non, pas spécialement. D'accord. Non, pardon. Non, après. Oh, ça marche. Oui, bonjour, Églantine de Boissieu, je suis la déléguée générale du SMC. J'avais juste une question, en fait. Bravo, c'est merveilleux, extrêmement excitant, et voilà, vous changez le monde. La question des autres minorisés, en fait. Est-ce que vous avez pensé à ça? Parce qu'évidemment, le pronom « elle », je le comprends complètement, « yel », c'est compliqué aussi. Mais voilà, est-ce que c'est quelque chose que vous avez pris en compte? Et est-ce qu'il y a peut-être à un moment donné une ouverture qui va être... Voilà, Agnès parlait à plusieurs reprises des autres discriminations. Et est-ce que voilà, il y a un endroit où justement ça pourrait aller encore plus loin finalement? Oui, vous me parlez de féminisme intersectionnel. Exactement. Ça tombe bien. Alors justement, c'est comment dire, je vais parler très très franchement. Personnellement, et je ne suis pas la seule à cette table, ce sont des questions qui sont très importantes. Il y a la question de la temporalité, et je pense que mes collaboratrices autour de la table auront peut-être d'autres réponses à faire. Si je fais la mienne, je dirais qu'il y a une question de temporalité et une question d'état des lieux du milieu, déjà. Le fait est que, par exemple, un truc tout bête, c'est que dans l'opéra, par exemple, c'est très très rare d'avoir des personnes qui sont sur le spectre transgenre, par exemple. Notamment parce que les rôles sont très très... les voix sont très très en fait sexisées, et c'est très dur d'avoir une représentativité là-dedans. Pour l'orchestre, c'est totalement autre chose. Mais par exemple, pour les chanteurs, qui est mon milieu, ça pose d'autres questions. Et j'ai hâte de voir que peut-être dans les 10 ans à venir, ça va changer. Peut-être qu'on va découvrir des choses, et j'ai hâte. Le formulaire que vous trouverez au bout de ce QR code, j'ai justement tenu à le mettre en écriture inclusive pour permettre justement aux personnes sur le spectre de la non-binarité, de la genre, du gender fluid, etc., qui sont encore des très gros mots dans notre secteur, je suis désolée de le dire, ne se sentent pas exclus UES. D'ailleurs, il y avait eu un super atelier, j'en profite, organisé par Futur Composé sur ces questions-là, précisément, comment être un bon allié, et notamment sur quel langage utiliser. Moi, je sais, et on en a parlé à cet atelier, qu'il y a certains organismes subventionneurs qui retoquent des dossiers en écriture inclusive. Parce que, soi-disant, c'est illisible pour certains membres des commissions. Enfin, on en est là, quoi. Donc, pour moi, c'est important.
Mais il y a une question de temporalité et on va attendre justement ce formulaire, il est aussi fait pour ça et on l'a marqué en haut, quand vous le lirez, c'est marqué dans le disclaimer au tout début du formulaire. S'il y a des personnes qui sont concernées par ces questions de minorité de genre, mais qu'elles se fassent connaître avec grand plaisir parce que du coup peut-être qu'on changera un peu notre fusil d'épaule ou qu'on créera un espace. Pour l'instant en fait comme on n'a pas d'informations, on est parti là-dessus. Si on a justement des remontées et j'encourage les personnes concernées à le faire, on pourra créer justement des choses adaptées. Donc, qui que vous soyez, shout out, quoi. Dites que vous êtes là. Merci. Non, mais en fait, je voulais poser exactement cette même question. Voilà, donc elle a été très bien posée et répondue. Et je vous souhaite aussi tous mes encouragements. Oui, peut-être, Louis, si tu permets un complément rapide pour indiquer que ces questions-là, effectivement, nous sont extrêmement sensibles et nous tenons absolument à faire en sorte que quand on parle de discrimination, on les traite et on les englobe toutes. Évidemment, en premier lieu, nous avons beaucoup travaillé, vous le savez, sur les questions d'égalité de genre, dans la mesure où c'était une première évidence. Les chiffres nous criaient au visage à quel point ces inégalités-là, cette systémie des inégalités, ce patriarcat bien ancré dans nos secteurs culturels et artistiques, il y avait lieu vraiment d'y travailler d'abord. Mais pour autant, on n'est absolument pas aveugle et on est même très volontariste sur les autres formes de discrimination. Et j'y ajoute, parce que je pense que c'est au moins aussi important, j'en parlais tout à l'heure, mais très rapidement, on parlait des questions de transidentité, d'agenre, etc. Mais il ne faut pas oublier, parce que c'est essentiel, toutes les questions de discrimination liées à l'origine ethno-raciale. Il suffit d'ailleurs que nous nous regardions. Nous sommes pratiquement toutes et tous blancs. Et cela me semble poser un problème de société, un problème de république, un problème de démocratie. Et donc, à partir du moment où l'État, avec un grand E, s'attelle à la prévention des discriminations et à une politique positive en la matière, il ne peut pas ignorer, en tout cas le ministère de la Culture, le CNM, l'ensemble des opérateurs de l'État, ont commencé enfin à se poser cette question et à s'interroger sur les meilleurs outils qui passent certainement par une mesure préalable de ces différences et de cette diversité et qui, par la suite, doit définir des dispositifs, des procédures, des mesures positives permettant justement de combler l'écart et de faire en sorte que ces inégalités dont on perçoit les résultats aujourd'hui soient à la base, à la racine, combattues plus efficacement qu'elles ne le sont aujourd'hui. Et je tenais à le dire parce qu'on ne peut pas traiter une forme de discrimination sans avoir en tête les autres. Merci. Bernard Mouchon, je suis programmateur musique au TAP à Poitiers. J'avais une question peut-être plus de l'ordre esthétique ou socio-philosophique. Est-ce que vous pensez que, à vous écouter, est-ce que vous pensez que, puisqu'on parle de female gaze ou de male gaze dans le milieu du cinéma, dans la littérature, au moment même de créer ou de diriger un projet, est-ce que vous pensez que le female gaze ou le male gaze existe aussi dans le milieu de la musique, dans la création? Vous avez 2 heures. Facile, 4. Alors là, je me permets de partager des réflexions qu'on a eues ensemble avec Camille, notamment en tant que leaduse féminine, on se retrouve à devoir souvent mettre des chaussons qui ne sont pas les nôtres, qui n'ont pas la bonne couleur, si j'ose dire. Si je veux rester sur un spectre rose-bleu, pardon, c'est pas ce que je pense. Mais en tout cas, on se retrouve souvent mise, nous, dans des postures qui sont des postures de management, dont on a eu des exemples éclatants ces dernières semaines avec certaines très grandes figures masculines qui ont un management, on va dire, solide, à coup de baffe. On se retrouve, nous, à être dans des positions en fait, d'autoritarisme ou d'une forme de... Comment dire, pour dire crûment, on nous demande d'être des hommes, en fait. Et ce sont souvent les musiciens et même les musiciennes. Certains hommes. Not all men, ça y est, on l'a, le premier. En tout cas, on a la position même de manager, elle pose la question, qu'est-ce que c'est qu'un leadership féminin? Est-ce qu'il y a un leadership féminin et un leadership masculin? Effectivement, on pourrait avoir
plein de réponses à cette question et elle est vaste, on ne va pas y répondre ici. Mais en tout cas, oui, je pense sincèrement, il n'y a qu'à voir dans les mises en scène d'opéra, il n'y a qu'à voir dans voilà, c'est des questions qui sont très actuelles et on ne les invente pas et on n'a pas la réponse. Par contre, on peut les poser, on pourrait les poser toutes autour de cette table dans tous les domaines. Oui, je pense sincèrement qu'il y a un female gaze ou en tout cas un female feeling ou un female mode de vie qui est conditionné tout simplement par le fait que naître homme, assigné homme dans cette société et assigné femme dans cette société, de la naissance jusqu'à la mort, ça représente une expérience de vie radicalement différente. Et donc, oui, évidemment, de ce point de vue-là, il ne peut y avoir qu'un female gaze et qu'un male gaze sur la musique, tout comme il y en a un dans le cinéma, dans la BD, à la maison, dans la parentalité, partout, en fait. La musique n'est que le reflet, n'est qu'une fractale, en fait, de ce qui se passe partout ailleurs, je pense. Si certaines collègues veulent... Je vous remercie. C'est bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je remercie mes collègues. Je vous propose de passer sur l'autre scène pour parler des violences et harcèlements sexistes et sexuels. Et notamment la position des réseaux dans cette question-là, suite à une étude qui a été portée par Futur Composé dans son réseau. Merci beaucoup.